La première partie, on accueille en soins de réadaptation Madame M, 86 ans, dans l'étude d'une décompensation cardiaque globale. Elle a pour principaux antécédents une fibrillation atriale permanente, un diabète de type 2, une prothèse totale de hanche gauche et des troubles neurocognitifs débutants. Donc vraiment le type de patient qu'on a classiquement en service de gériatrie. Elle a été admise aux urgences suite à une chute avec station au sol prolongée qui a fait découvrir une décompensation cardiaque avec passage en ACFA rapide sur une infection urinaire. Donc, pour le coup, vraiment le fondement du raisonnement en gériatrie, le 1 plus 2 plus 3 de Bouchon. Quelles sont les affirmations exactes? Donc le 1 correspond à la fibrillation atriale permanente. N'hésitez pas à éventuellement répondre dans le chat pour qu'on voit. Comme ça me permet de voir aussi si vous êtes toujours là. Le 2 correspond à l'infection urinaire. Le 3 ne correspond pas au vieillissement. Le 2 correspond au vieillissement usuel, excusez-moi. Le 3 correspond au passage en ACFA rapide. Et le 4, même sans cardiopathie, un passage en ACFA rapide peut donner un tableau d'insuffisance cardiaque. Hop. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat éventuellement. Ou par message si jamais vous n'avez pas envie de mettre dans le chat. Ok, c'est bon, je commence à avoir des retours. A et E. Ok, D, E. D, E. Bon. Alors, réponse juste, effectivement, la réponse D et la réponse E. Le 1, en fait, dans le modèle de Bouchon, on va vous reprendre le schéma pour que vous compreniez bien. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez plus voir, parce que c'est vrai que la diapositive est un petit peu difficile quand elle a un petit écran. Mais voilà. En gros, le 1 correspond au vieillissement physiologique d'une personne, et donc de chaque organe, puisqu'en fait, le 1 plus 2 plus 3 se décline sur chaque organe. Le 2 correspond à une pathologie chronique. Typiquement, ça va être une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, une insuffisance respiratoire ou des troubles neurocognitifs par exemple. Et le numéro 3 va être un événement déclencheur en plus qui va décompenser la pathologie de fond ou éventuellement le vieillissement. Par exemple, le 3 peut être typiquement une confusion. Sur un vieillissement normal, on peut l'avoir, mais il faut trouver l'élément déclencheur pour pouvoir remonter sur la courbe. C'est tout l'objectif en gériatrie, c'est de faire remonter les gens soit sur le 2, soit sur le 1. Le 2, on va avoir moins d'efficacité à le traiter, parce que ça, c'est les traitements de fond, en fait, en gros, des patients. Et c'est vrai que comme on n'a pas forcément accès à tous les traitements que peuvent avoir les patients plus jeunes, typiquement dans l'insuffisance rénale, on va beaucoup plus difficilement discuter une dialyse, par exemple. On va risquer d'être un petit peu plus limité sur du 2. Par contre, le 3, c'est souvent des choses assez simples qu'on peut traiter. La deuxième chose importante à savoir, c'est que le 3 n'est pas forcément sur le même organe. Ici, dans les exemples qu'on vous donne, hyperglycémie sur infection urinaire, donc dans le cadre d'un diabète de type 2. Le 1, c'est le vieillissement physiologique de votre pancréas. 2, c'est votre diabète de type 2. Et 3, hop, c'est l'infection urinaire qui vient se rajouter. L'OAP sur dermo-hypodermite, le vieillissement cardiovasculaire, l'insuffisance cardiaque et hop, un événement infectieux intercurrent qui fait décompenser le cœur. Donc, la corollaire, c'est du coup qu'il ne faut pas être uniciste quand on est en gériatrie, puisque il suffit d'avoir le 3 plus le 2, vous allez avoir à la fois des problèmes de cœur et des signes d'infection, par exemple. Mais ça ne va pas forcément être une myocardite. Pareil, si vous avez un patient qui est confus, qui est fébrile, ça ne veut pas dire qu'il a une méningite forcément, ça peut être simplement qu'il a fait sa confusion sur une infection en plus. Et la deuxième corollaire, ce sera plus, je pense, dans votre vie de tous les jours, quel est l'organe faible du patient? C'est qu'en fait, les patients vont tous décompenser sur le même mode.
Et à chaque fois, il faudra trouver la cause. Ils vont venir pour, par exemple, j'avais un patient qui venait comme ça pour déséquilibre de son diabète. Il revenait en hospitalisation tous les 2 mois pour déséquilibre de diabète, mais à chaque fois, il y avait un élément et une cascade avant différente qui expliquait ça. Et si vous ne traitez pas les éléments en amont, en fait, il va revenir 3 jours plus tard pour exactement le même motif. Donc voilà pour le 1 plus 2 plus 3 de Bouchon qui est vraiment sur le fondement et qui, ce côté en fait enchaînement en cascade, c'est vraiment ça qui va, comment dire, enfin, guider notre réflexion en gériatrie et qui va organiser notre prise en charge. Et derrière, dans les dossiers, on va souvent aller venir, enfin, vous mettre donc avec une certaine porte d'entrée, mais après, on ira vous emmener dans d'autres problématiques. Les 3 premières questions, ça va être la dermo-hypodermite, puis après l'insuffisance cardiaque, et puis sur la fin, ce sera par exemple la fragilité qui a amené le malade à arriver. Justement, en parlant de fragilité, on va aborder maintenant cette question avec les 3 questions suivantes. Vous posez quelques questions à la patiente sur son autonomie antérieure parmi les propositions suivantes, lesquelles appartiennent à l'échelle ADL de 4. N'hésitez pas donc directement à commencer à réfléchir, répondre dans le chat en parallèle. Si vous avez la moindre question, pareil, n'hésitez pas à la poser, j'y répondrai. Il est ouvert juste à côté, donc je pourrai y répondre tout de suite. Et voilà. Donc, besoin d'aide pour laisser ses chaussures, marche avec déambulateur, nécessite de l'aide pour les travaux ménagers, prend correctement les médicaments, il y a la réponse en dessous, excusez-moi, et besoin d'aide pour une partie du corps sur les ADL. Hop. Tac. Bon. Là, on avance un petit peu vite parce que c'est vrai qu'il enfin, c'est des choses où il faudra regarder, c'est une liste d'items à apprendre, donc voilà. En gros, les ADL de 4, c'est qu'est-ce que vous faites le matin quand vous vous réveillez de manière automatique et vous n'avez pas besoin de réflexion pour le faire. Donc, lasser les chaussures, enfin, donc s'habiller, marcher, et faire sa toilette. À l'inverse, les travaux ménagers nécessitent quand même des épreuves, des tâches un petit peu plus complexes, de programmation en particulier. Typiquement, je vais commencer par ma cuisine, je vais laver mon sol et je vais pas faire d'abord le sol parce que sinon je vais marcher dans le mouillé. Et pareil, prendre les médicaments, ça nécessite quand même un certain niveau de planification. Il y aura une diapo après où on remettra tout. Ensuite, donc, on lui fait son score ADL avec lequel on complète et ensuite on va vous parler du reste de son autonomie. Elle ne fait plus la cuisine, elle peut réchauffer des plats préparés, une aide ménagère vient 2 fois par semaine pour le ménage et la lingerie. Elle marche avec une canne, ne sort plus de chez elle seule, parfois dans le parc avec sa fille. Sa fille lui fait les courses, l'appelle tous les jours et la voit 2 ou 3 fois par semaine. Elle a procuration sur son compte pour les démarches administratives. En revanche, elle remplit seule le pilulier et gère ses achats du quotidien. Donc, là, on avait fait les ADL. On va donc du coup maintenant demander les IADL. Et donc, la question, à combien est-ce qu'on évalue le score IADL de la dame? Ok. Je vois qu'il y a des personnes qui commencent à répondre. Super. Hop. Je vous laisse encore quelques minutes. Je vous remets éventuellement si jamais vous voulez calculer. Hop. Elle, effectivement, on a coté à 3 sur 8. En gros, les items qui étaient bons. Elle réchauffer des plats préparés ne compte pas quand c'est les plats ont été faits, c'est vraiment juste mettre dans le micro-ondes, appuyer sur le bouton. Ça, pour le coup, c'est très automatique. Par contre, si c'est faire réchauffer des plats où il y a marqué derrière, faut lire les instructions en disant ah oui, c'est marqué 3 minutes au four, etc., etc. Là, il y a un minimum de préparation de plats. Donc là, on ne comptait pas. L'aide ménagère, ok. En fait, on va faire ceux qui comptent. C'était le pilulier, les achats du quotidien et la prise du téléphone.
Parce que là, le téléphone, ça restera toujours une activité vraiment de, ou un petit peu complexe et où il nécessite vraiment d'appuyer sur les boutons pour pouvoir répondre, etc. Voilà. Ensuite, sa fille voudrait majorer les aides à domicile. Elle remplit le dossier médical pour l'APA parmi les questions suivantes, lesquelles ne sont pas financées par l'APA. Et ensuite, donc, toute une liste, éventuellement. Si vous voulez essayer de répondre, n'hésitez pas. 2, 6, 7, 8. Effectivement. Et j'avais. Non, ça. Oui. Je pense que c'était la même chose. Du coup, effectivement, donc c'est en gros ce qui n'est pas en gros l'APA, c'est pour la perte d'autonomie. Souvent, ça va être en lien plutôt avec les ADL. Pardon, remarque, je vous dis ça, mais c'est pas forcément, faut pas le voir comme ça. C'est plus en gros, ce qui a nécessité d'une prescription médicale, c'est remboursé par l'assurance maladie, et c'est plus l'aide aux activités de vie quotidienne. Donc, typiquement, la mise en place d'une téléalarme, oui, parce que c'est la gestion de la personne dans son quotidien. Le lit médicalisé, c'est sur prescription médicale. L'aménagement du domicile, c'est possible, mais très souvent, c'est complexe d'avoir les sous, mais théoriquement, oui. Les protections, ça effectivement, les heures d'auxiliaire de vie, c'est la base généralement qu'on fait. L'IDE, le kiné, c'est sur prescription médicale. Les appareils auditifs, c'est très mal remboursé, mais c'est remboursé. Et effectivement, le partage des repas également. Du coup, donc voilà, ça c'est la diapo récapitulative. Ce que je vous avais dit sur les ADL, c'est vraiment ce que vous faites au radar le matin quand vous vous levez. Une question, les médicalisés, c'est qui les finance? Donc c'est sur prescription médicale, donc c'est l'assurance maladie. Pour la location et pour l'achat, par contre, ça doit être la famille. Une petite partie est prise en charge de mémoire, mais en fait, très souvent, c'est des locations qu'on fait. Les achats, c'est vraiment rare, parce que c'est pour les patients plus jeunes. Et voilà. Euh, Donc, l'échelle ADL, ce que vous faites au radar quand vous vous levez le matin. Donc, vous n'avez pas mouillé votre lit, vous êtes donc continent. Vous vous levez, vous allez jusqu'aux toilettes, donc vous marchez, vous allez aux toilettes. Ensuite, ben, généralement, après, vous allez prendre votre petit déjeuner, vous vous lavez et vous vous habillez. À l'inverse, ce que je vous avais dit pour les IADL, c'est ce qui nécessite une activité instrumentale, donc une opération de cognition plus complexe. Vous allez voir que des IADL, en fonction des services, dans la réalité, ils sont théoriquement sur 8, même si en pratique, on va en utiliser donc soit 6, soit 4. La plupart du temps, ce qu'on utilisera, c'est sur 4, parce que c'est les 4 qui sont le plus corrélés aux troubles neurocognitifs, que sont euh, les transports, l'administratif, les médicaments, le téléphone. C'est ces 4-là qu'on utilise vraiment tout le temps, auxquels on ajoute, si c'est une femme, souvent le course, cuisine, ménage, lingerie. Et cette version-là, 2, 4, 6, non, elle est bien sur 8. Oui, parce que, effectivement, l'autre chose, c'est que quand on est un homme qui a grandi dans les années, enfin, qui était adulte dans les années 50, course, cuisine, ménage, lingerie, on maîtrise pas forcément très bien. Donc, ça n'a pas été validé pour les hommes. Enfin, donc les notions clés à connaître sur l'APA. Elle est allouée par le conseil départemental. Elle est versée pour les personnes de plus de 60 ans. Vous êtes donc considéré comme vieux à partir de 60 ans pour l'État français. Et en dessous, en gros, c'est l'équivalent de la MDPH, vraiment, mais pour les personnes de plus de 60 ans qui remboursent beaucoup moins bien que la MDPH parce qu'il y a plus de gens qui en ont besoin avec la même enveloppe budgétaire. Elle est ajustée pardon, sur le revenu et le niveau de dépendance de la personne. Pour ce qui est la grille, le GIR, en fait, on l'utilise peu en service de gériatrie, uniquement pour les patients qui sont en EHPAD, parce que eux, on arrive à l'avoir, parce qu'en fait, on remplit une grille avec ce que fait la personne. Elle est capable de se manger, elle est capable de faire la toilette, etc., etc., avec pas mal d'items. Ensuite, ça passe dans un ordinateur qui nous sort le GIR. Donc, en fait, on peut pas le calculer d'emblée. Après,
pardon, excusez-moi, le GIR, donc il est jusqu'à 6, GIR 6, GIR 5, ils n'ont pas accès à des aides, GIR 6, tout va excellemment bien, GIR 5, il a besoin d'un tout petit peu d'aide, généralement c'est j'ai besoin que mon fils m'accompagne pour faire les courses le week-end pour porter les packs d'eau, quoi. Ensuite, donc, le 4, la personne est vraiment bien, mais elle a besoin quand même d'un petit peu d'aide pour les actes de vie quotidienne, par exemple, parce qu'elle a du mal à marcher. Donc, il y a une auxiliaire de vie qui vient l'aider pour faire son ménage et pour l'aider à faire ses courses, par exemple. GIR 3, elle commence à être vraiment fragilisée, mais elle bouge encore bien. Ça, typiquement, ça va être l'aide à la toilette, l'infirmière qui vient tous les jours, mais je suis mobile dans mon domicile. GIR 2, c'est gros troubles neurocognitifs chez un patient déambulant. Donc, ils peuvent plus se gérer au quotidien. Ils sont généralement dans une structure, mais ils se déplacent à l'intérieur de la structure et ils ont besoin d'une aide partielle, par exemple, pour l'habillage, mais il faut beaucoup les stimuler et il faut qu'il y ait une surveillance en permanence. Et GIR 1, c'est patient qui, du coup, est gravataire, donc confiné au lit et qui a des gros troubles neurocognitifs. Et donc, ce que je vous disais, ça finance les aides humaines, la téléalarme, le portage des repas, l'aménagement du domicile, les mesures de répit éventuellement pour les aidants. Pourquoi est-ce que cette diapositive est importante en gériatrie? Outre le fait que, effectivement, ça nous permet d'orienter les patients et d'essayer de mettre en place les choses pour que les mesures médicales qu'on met en place puissent être tenues à domicile, hein, parce que si jamais vous prescrivez tous les médicaments du monde, mais que la personne a des troubles neurocognitifs, ben, en fait, ça va mal se passer parce que il ne prendra pas ses médicaments, donc il reviendra 2 jours plus tard. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est plutôt le rôle de l'assistante sociale, en fait, dans le fond. Euh, mais en plus, en fait, la fragilité et le niveau de dépendance du malade est corrélé à son degré de fragilité. C'est ça vraiment le cœur et le plus important en gériatrie, c'est d'évaluer un petit peu où en est votre patient de son vieillissement et de ses comorbidités. Est-ce que, en fait, il a déjà pas mal accumulé et il a un vieillissement à la limite du pathologique. Donc, en fait, il est très fragile. Dès qu'on va lui faire la moindre prise en charge, ça va s'accompagner de plusieurs complications. Quand vous le mettez dans un lit, il va perdre très vite en autonomie, il va commencer à faire des escarres, etc. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un de plutôt en bonne forme qui est équivalent à une personne de 60 ans, 70 ans par exemple, à qui vous pourrez proposer des prises en charge beaucoup plus lourdes. En fait, c'est ça, sur une salle de gériatrie, il y a des futurs centenaires à qui il faut qu'on propose des prises en charge intensives, discuter de la réanimation, versus des patients qui risquent de décéder dans moins d'un an d'un cancer multimétastatique, à qui effectivement la prise en charge va être beaucoup plus légère parce que malheureusement ils ne pourront pas tolérer des prises en charge trop lourdes. Et c'est pour ça qu'on fait aussi ces échelles-là, parce que c'est ce qui nous permet d'évaluer ça. Si jamais votre patient il a besoin d'aide pour les activités de vie quotidienne, il a probablement des troubles neurocognitifs, une sarcopénie qui fait qu'il peut pas atteindre ses pieds pour pouvoir laver le bout de ses pieds. Il peut avoir une arthrose très très avancée qui fait qu'il est très douloureux chronique, etc. Et donc c'est la somme de tout ça qui retentit sur son autonomie. Voilà. Donc c'était des diapos vraiment très importantes pour que vous compreniez un peu là le fondement de ce qu'on fait et de comment est-ce qu'on réfléchit. Ensuite, du coup, on va commencer plutôt les vrais DP et